Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La question du port de l'uniforme à l'école revient régulièrement en cette période de rentrée scolaire. En Martinique, la question ne se pose plus depuis longtemps. La rédaction de Via ATV a posé la question aux intéressés et c'est surprenant, vous verrez. Nous le constatons tous, à la pompe, le carburant reste cher. L'annonce par l'État de la fin des aides aux professionnels fait craindre le pire aux pêcheurs de l'Orient. Ils ont été rencontrés par les équipes de TB Sud dans un instant. En Champagne, la récolte du raisin a dû être réalisée à marche forcée face à des aléas climatiques qui auraient pu être préjudiciables à la qualité du futur nectar. La rédaction de Canal 32 a pu goûter les premiers jus. La qualité est finalement au rendez-vous, vous verrez. Historiquement, la ville de Nîmes a occupé une place stratégique dans l'histoire de l'Empire romain. Après de longues démarches, sa célèbre maison carrée est enfin inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Un moment d'émotion partagé avec nos partenaires de Via Occitanie. Revenons tout d'abord dans ce journal sur la visite historique du pape à Marseille samedi dernier. Si Audreyne et Régis Anouilh n'ont pu se rendre dans la cité phocéenne pour assister à la messe du pape François, ce couple de vignerons d'Ambierle dans le nord de la Loire a tout de même vécu un week-end de félicité. Car c'est un de leurs vins de la côte rouennaise que le pape a porté à ses lèvres lors de la messe au stade Vélodrome. Céline Ercilia les a rencontrés pour TL7, regardez. Donc nous sommes sur la parcelle d'une vigne de 50 ans. Vous voyez, on l'amène, il y a de l'enherbement naturel, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de choses qui poussent dans nos vignes. C'est sur cette petite parcelle de vigne qu'a été récolté le raisin de la cuvée 2020, le millésime Laudato Si, qui sera servi sur la table du pape lors de son dîner privé à Marseille. Un peu avant, c'est un vin blanc du domaine qui sera consacré lors de la messe. Des vins donnés gracieusement par ce couple de vignerons reconvertis. Un changement de vie qu'ils doivent aussi au discours du pape sur l'écologie intégrale. Et la réponse a été positive. À notre grande surprise, ça s'est fait très simplement. Il nous a dit banco. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une grande joie parce que j'imagine que pour des vignerons catholiques, c'est un peu l'apogée de voir votre vin porté sur l'autel. Régis et Audreyne Anouilh travaillent leur terre sans intervention mécanique. Une viticulture qui est, comme ils le disent, l'expression de la vie dans leur sol. Le vin n'est pas seulement un breuvage, mais tout un symbole de leur foi. Ce n'est pas que du jus de raisin fermenté, c'est quelque chose de beaucoup, c'est une symbolique qui est extrêmement forte. Le raisin, pour devenir vin, il doit mourir à lui-même. Il doit mourir pour se transformer en vin, pour ressusciter, renaître en vin. Et cette symbolique, effectivement, de la mort et de la renaissance, en tant que chrétien, que catholique, vous comprenez qu'elle peut nous tenir à cœur. Mais d'un point de vue humain, tout simplement, voilà, elle vous porte dans une dimension verticale que chacun peut partager. Ce couple ne pourra pas se déplacer pour assister ce samedi à la messe, mais ils sont fiers de participer à leur manière à ce moment sacré. Quelques jours après la rentrée scolaire, on revient sur la question de l'école et de l'uniforme. Et si en métropole, le sujet fait toujours débat, ce n'est plus le cas en Martinique où le port de l'uniforme scolaire est la norme dans les collèges et les lycées. Polo aux couleurs de leur établissement, accompagné d'un jean ou d'une jupe, les élèves portent tous la même tenue. Alors au-delà du côté pratique, beaucoup mettent en avant l'uniforme comme vecteur d'égalité. Mais est-ce vraiment le cas? Élément de réponse avec Ryan Anéas pour Via ATV. Regardez. Il est visible aux quatre coins de l'île et obligatoire dans presque tous les établissements. L'uniforme fait partie intégrante de la scolarité des enfants martiniquais. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet de différencier un peu les élèves par rapport aux intrusions dans les écoles. Ça permet de ne pas avoir de discrimination entre les enfants, tout le monde est habillé pareil. Pour les parents, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de questions à se poser pour savoir quel type de vêtements qu'on va donner aux enfants. Pratique pour les parents, bon moyen de gommer les inégalités et de stopper le harcèlement. Les avantages sont nombreux pour les adeptes de l'uniforme. Dans la salle, des parents d'élèves venus s'interroger face à un chercheur en sciences sociales sur cette pratique séculaire. Et la première question, d'où vient l'uniforme en Martinique ? Il n'y a personne qui a décidé, il n'y a pas un décideur qui a dit on va uniformiser tous les petits Martiniquais et les petites Martiniquaises. Non, il y a un établissement qui a commencé, un autre qui a suivi, un autre qui a suivi. Et finalement, il y a une mise en place progressive qui s'est faite au point maintenant que tous les établissements secondaires, ou presque, il doit y en avoir un ou deux qui n'en ont pas, qui portent l'uniforme. Hormis le haut et le bas,
les élèves peuvent s'exprimer sur d'autres aspects vestimentaires. La tenue vestimentaire réglementaire, finalement, se matérialise sur un haut et un bas. Après, les élèves sont libres de mettre les chaussures qu'ils veulent, de porter les sacs qu'ils veulent et se différencier par ces éléments-là. Aucun texte de loi ne dispose de l'obligation du port de l'uniforme. Sa question est d'ailleurs en débat depuis plusieurs mois dans l'Hexagone. Voilà, et notez que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ne voit pas une solution miracle dans le port de l'uniforme à l'école, mais estime qu'une expérimentation mérite d'être testée pour faire avancer le débat. Fin de citation, il présentera son dispositif à l'automne. Voilà, toujours côté éducation, avoir son bac, c'est bien. Trouver une place en faculté sur Parcoursup, en revanche, relève encore du parcours du combattant. Il y a 3 jours, Cristal a appris la mauvaise nouvelle. Son dossier n'a pas été retenu par l'université Paris-Nanterre. La bachelière de 18 ans, originaire de Compiègne, qui a pourtant obtenu son bac avec mention bien, n'est inscrite nulle part alors que la rentrée est déjà très entamée. La rédaction de 20 minutes l'a rencontrée pour nous. Regardez. Bonjour, je m'appelle Cristal, j'ai 18 ans, je viens tout droit de Compiègne. Je n'ai pas de fac aujourd'hui et donc je suis venue à Paris pour faire des démarches et rejoindre en fait l'UNEF. Cristal a raté sa rentrée. Il y a 3 jours, elle a découvert sur Parcoursup le refus de son dossier par l'université Paris-Nanterre. La bachelière a fait appel à l'UNEF, elle a rendez-vous avec le syndicat étudiant sur le campus universitaire. Sa première fois à la fac, mais pas comme elle l'imaginait. La jeune fille de 18 ans espère encore trouver une place en licence de sciences politiques. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour me battre, pour avoir justement ma place à la fac, parce que je pense que tout le monde a le droit en fait d'avoir sa place à l'université. Je veux et j'ai toujours voulu étudier en fait après le bac, donc non, je ne vais pas lâcher maintenant. L'université Paris-Nanterre a donné les raisons de ce refus. C'était soit insuffisance scolaire, ou alors il n'y avait pas assez de place à la fac. Donc ils n'ont pas pu me donner mon inscription. Ça va et toi ? La pêche ? Ça va. Prête pour le rassemblement ? Ouais, vraiment prête. Et pour se faire entendre, Cristal distribue avec ses camarades William et Bart des tracts en vue de rassemblement devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour mobiliser le plus de personnes et pour vraiment montrer l'importance du problème, quoi. Au total, ce sont 250 étudiants qui n'ont pas eu de place à l'université Paris-Nanterre à la rentrée. Sans transition, nous aimons tous notre factrice ou notre facteur. Pourtant, en Haute-Savoie, la Poste a du mal à recruter face à la concurrence de la Poste suisse qui est toute proche. Elle vient donc de lancer une grande campagne visant à embaucher au moins 150 facteurs et factrices sur l'ensemble du territoire haut-savoyard. Sébastien Germain était à Thonon-les-Bains pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. C'est l'heure de la tournée pour Émilie Lelon, factrice à Thonon-les-Bains depuis maintenant 5 ans. En 2018, à la suite de la liquidation de son salon de coiffure, la jeune femme tombe sur une annonce de la Poste. Elle postule et débute dès le lendemain, un choix qu'elle ne regrette absolument pas 5 ans plus tard. Moi je suis super contente de mon travail, j'aime la liberté que ça laisse, l'indépendance, voilà, par rapport au fait qu'avant j'étais à mon compte donc dans la coiffure. C'est une entreprise qui est hyper positive, enfin moi j'essaye d'influer vers ce sens-là. Aujourd'hui ce que j'aime c'est guider les nouveaux arrivants. Voilà, les accueillir au mieux. Des belles histoires comme celle d'Émilie, la Poste espère en vivre encore plus grâce à son nouveau plan de recrutement. Aujourd'hui, 730 facteurs et factrices officient en Haute-Savoie. L'idée de cette campagne est donc de faire grossir ce contingent en s'adaptant aux contraintes déjà existantes. Nous avons une concurrence de la Suisse qui a une politique salariale très offensive et qui offre une capacité d'emploi. Nous avons aussi, comme toutes les entreprises autour du lac Léman, nous sommes confrontés à un taux de chômage en fait qui est très faible, 5,2% alors que le national est à 7,2%. Et puis nous avons aussi, sur ces 2 dernières années, connu une augmentation très significative du nombre d'emplois proposés. Cela crée un turnover important et donc pour nous, nous avons un besoin, comme toutes les entreprises, qui s'est développé en fait. Le Chablais, à travers la plateforme de courrier-colis de Thonon-les-Bains, est donc une des 6 zones prioritaires de ce plan de recrutement. Et ici, l'objectif annoncé est de trouver au moins 60 nouveaux collaborateurs, grâce notamment à une formation accélérée et plusieurs avantages en termes de rémunération. Il s'agit pas tant de recruter en masse et toutes les personnes qui suivent, mais par notre processus de recrutement, on a également une chargée de recrutement qui va avoir un entretien approfondi. C'est de trouver la personne qui a le projet qui correspond à l'emploi qu'on propose et éviter d'avoir quelqu'un qui va partir dans 1 an, dans 2 ans, etc. Au fil des années, le métier de facteur a bien évolué et en France, on a coutume de dire qu'il est le 2e personnage préféré des Français, derrière le boulanger et devant le pompier. Preuve qu'il a encore de beaux jours devant lui.
Trouver un emploi lorsque l'on quitte l'univers carcéral n'est jamais facile. Je vous propose de nous arrêter un instant sur cette initiative originale de la Fédération française de tennis qui développe le concept urban tennis. Si un court a été installé dans le centre de Limoges, le second terrain a été déployé, lui, et c'est une première, à l'intérieur même de la maison d'arrêt de la ville. Une initiative qui, aux yeux du directeur de la prison, participe fortement à la resocialisation des détenus. Il a répondu aux questions de notre partenaire sur place de 7 à Limoges. Écoutez. Le sport, c'est un vecteur primordial, incontournable pour la réinsertion ou l'insertion des détenus. Et le sport, il fait du bien à la tête et au corps. Et le temps, au lieu de passer du temps dans une cellule, donc les personnes détenues sortent pour se défouler ou pratiquer un sport. On en propose pas mal ici, pas mal d'activités sportives avec un moniteur de sport. Et ça leur fait du bien. À l'heure où se tiennent les assises de la pêche à Nice, les pêcheurs continuent de relever leurs filets malgré une rentabilité en nette baisse en raison du coût élevé du gasoil. La confirmation de l'arrêt de l'aide au carburant la semaine dernière a fait tomber une chape de plomb sur la filière qui dénonce maintenant le désengagement de l'État. Nous retrouvons Karine Chevrolier pour TB Sud sur le port de Lorient. Regardez. Veille de départ pour Petite Mila. Mais avant de prendre la direction des côtes espagnoles, l'équipage va compléter la cuve de gasoil. La facture sera partagée entre les 4 marins. Aujourd'hui, avec un prix du litre à 92 centimes, elle va s'élever à près de 14 000 € pour 15 tonnes. C'est le carburant nécessaire pour environ 10 jours de mer. À l'heure d'aujourd'hui, au prix du gasoil, il n'y a plus grand-chose de rentable. C'est plus ou moins de la survie, quoi. On paye nos affaires et terminé, on ne fait pas d'argent. Les gars ont un salaire correct encore, et on paye les traites du bateau, les prêts, et puis sur l'armement, on ne gagne pas d'argent du tout. Mais pour le patron pêcheur, carburant et salaire ne sont que la partie émergée des charges. Le coût des matériaux a pris 30% et à cela viennent s'ajouter les imprévus, comme l'achat d'un nouveau moteur et un prêt de 200 000 € à contracter. J'ai cassé mon moteur au mois de juin, j'ai loupé ma saison de langoustine. J'ai mis un plus petit moteur qui consomme moins justement pour essayer de gagner un peu à gauche, à droite, quoi. Pour l'instant, j'arrive à maintenir la barque, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve, quoi. En mars dernier, l'aide gouvernementale au carburant de 20 centimes permettait d'éteindre le feu au sein de la profession. Avec sa fin prévue le 15 octobre prochain, incompréhension et inquiétude montent sur les quais quand les quotas de poissons baissent et leur prix sous-crié reste bas. À part quelques espèces dites entre guillemets nobles qui elles ont vu leur prix augmenter, la très grande majorité des espèces est restée sur les mêmes prix depuis une vingtaine d'années. À l'inverse des autres professions, nous on ne peut pas répercuter les coûts qu'on subit. Et le fait que le poisson ne monte pas, ça nous handicape énormément. Ce vendredi, Alexandre, Joanne, Christophe et Quentin vont partir sans l'assurance d'une pêche rentable. Au même moment, le retour du secrétaire d'État à la mer Hervé Berville, qui n'a pas communiqué depuis l'annonce, sera attendu par toute une filière. Avant de consacrer une large part de ce journal au climat, revenons sur la situation au Maroc après le séisme meurtrier qui a frappé la région d'Al Azouz au sud de Marrakech. Là-bas, la diaspora corse n'est pas restée les bras croisés et elle s'est fortement mobilisée afin de venir en aide aux populations sinistrées. Initiée par Johan Pérez, originaire de Corté et restaurateur à Marrakech, la mobilisation permet chaque jour d'envoyer une dizaine de camions chargés de produits de première nécessité dans les endroits les plus inaccessibles de la région. Un reportage de la chaîne corse Télépaésé sur place, regardez. Sur un parking d'un grand distributeur de Marrakech, 7 camions attendent les chargements. Des produits alimentaires, des légumes, des tentes destinées aux habitants des régions sinistrées. Tous les jours, depuis le séisme, c'est le même balai sur le même parking. Parmi les bénévoles des Corses installés à Marrakech, l'association de bienfaiteurs est née de l'urgence de la situation et du besoin de structurer les aides. Une trentaine de personnes se relaient chaque jour pour charger les transporteurs au-delà de la charge maximale, parfois jusqu'à 3 tonnes par camion. À l'initiative, Johan et son groupe d'amis. Solidaire vis-à-vis de ce pays qui l'a accueilli, pour lui, ne rien faire n'est pas une option. On attend 500 matelas également. On ramène des groupes électrogènes, des projecteurs solaires pour les gens qui n'ont pas encore d'électricité. Là, dans un futur proche, on va leur mettre également des sanitaires et des WC. Si l'urgence humanitaire des premiers jours est un peu retombée, la mobilisation ne faiblit pas. Affréter autant de camions et de matériel à un coût certain, près de 1 500 € par jour. Sans compter les achats de vivres et d'équipements. En tout, l'association a déjà déboursé près de 200 000 €.
Pour financer tout ça, le groupe peut compter sur la générosité des Marocains et les dizaines de milliers d'euros de dons spontanés. Et pas seulement. Des cagnottes en ligne portées par des célébrités sur les réseaux sociaux ont permis une levée de fonds encore plus conséquente. Et on essaye de donner de la force, un peu de visibilité pour les cagnottes, pour les dons. De France, j'ai fait des cagnottes pour récolter un peu d'argent. Et ça va, ça a bien marché, c'est cool. En fin de matinée, les camions sont remplis, pris en photo et c'est le moment du briefing avant le départ. Aujourd'hui, il y a 7 positions qui sont définies, claires, nettes et précises. Les zones sinistrées sont situées à une centaine de kilomètres autour de Marrakech. Une longue route nous attend direction le sud. S'il fallait encore le démontrer, l'une des qualités requises dans l'agriculture, c'est bien la réactivité. À Ville-sur-Ars, en Champagne, la coopérative a dû effectuer ses vendanges en 13 jours seulement, en raison notamment des conditions météo. Mais au final, la récolte s'annonce excellente. Notre partenaire Canal 32 était dans les vignes cette semaine et il y a goûté, regardez. Chassenet d'Ars a pressuré les derniers raisins de ses 130 adhérents ce mercredi. Pour cette coopérative de Champagne, cette année, les vendanges ont ressemblé à une course contre la montre pour gérer l'abondance. On avait un poids des grappes moyen de près de 220 grammes contre 130, un peu plus de 130 grammes l'année dernière. Et on a eu un phénomène, une pluviométrie importante au mois d'août. Et ensuite une vague de chaleur qui nous a laissé craindre une dégradation possible en fait, de la qualité des raisins. Et il a fallu effectivement faire très vite. Nous, pour ce faire, nous avions recruté une 3e équipe au niveau des pressoirs et nous avons fonctionné 22 heures sur 24 pendant 13 jours contre 19 jours l'année dernière. 2 autres facteurs ont intensifié la charge de travail. L'augmentation de la réserve pour reconstituer les stocks de secours qui est passé de 8 à 10 000 kilos. Et la maturité simultanée de tous les cépages. À l'habitude, on commence par les pinots noirs, puis viennent les chardonnays, puis viennent les pinots blancs. Cette année, il a fallu récolter les 4 cépages en même temps. Cette course de vitesse s'est répercutée à chaque étape des vendanges, de la collecte dans les rangs de vignes, lors des premières fermentations et ici, sur les quais de collecte. Si j'analyse les chiffres depuis les années 2000, c'est la première année où nous avons en moyenne 350 000 kilos de raisins qui arrivent par jour à traiter, ce qui est très très conséquent. Les premières dégustations des jus sont rassurantes, la complexité aromatique est préservée malgré des poids de grappe inhabituels. Et arrivé un moment, en fait, la vigne ne peut pas produire suffisamment de sucre pour autant de volume de récolte. De manière générale, c'est une très très jolie année à cépage blanc. C'est-à-dire que les chardonnays sont magnifiques, ils étaient totalement sains, vraiment aucun problème. Selon le cahier des charges de l'appellation, les premiers champagnes issus de la vendange 2023 seront disponibles 15 mois après la date de mise en bouteille. Chassenet d'Ars a choisi de les commercialiser d'ici 36 mois à une dizaine d'années pour tirer le meilleur parti de la vinification des raisins. Tout à fait autre chose. Dans la nuit du vendredi 15 septembre, plusieurs greens du golfe des 24 heures à Mulsanne, près du Mans, ont été pris pour cible par le groupe d'activistes écologistes Les Soulèvements de la Terre, dans le but de dénoncer des prélèvements d'eau excessifs en cette période. Le directeur du golfe assure pourtant être sensible aux enjeux de consommation d'eau et avoir mis en place des mesures concrètes d'économie. Reportage de Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Ils ont tagué donc le premier green du 17, du 10 et du 8. Simon Boilet s'était préparé à ce type d'action. Cet été, plusieurs golfs en France ont été visés par des militants écologistes. Cette fois, c'est 3 de ces greens qui ont été tagués. Geste revendiqué par le collectif Les Soulèvements de la Terre. Par cette action, nous dénonçons l'accaparement illégitime de l'eau pour des loisirs de privilégiés, alors que des maraîchers du secteur se voient interdits ou limiter l'accès au captage de l'eau. Le directeur du golfe des 24 heures comprend, mais regrette que ces efforts n'aient pas été pris en compte. On essaye de mettre les graines les plus optimisées pour utiliser le moins d'eau possible. Et la deuxième chose, c'est que quand on arrive dans une période, on va dire, de sécheresse ou en tout cas de forte chaleur, donc les fairways et les départs, on les laisse de côté et on n'utilise vraiment que le strict minimum pour maintenir en vie les greens, qui représentent entre 1 à 3% d'un golf. Pour preuve, le directeur nous a fourni cette photo aérienne qui représente son golf lors de l'été 2023. Par exemple, la semaine dernière, on n'a utilisé que 70 mètres cubes pour une semaine qu'on a déclaré auprès de la DDT qui nous autorise ou pas l'arrosage de nos greens. Simon Boilet a aussi pour projet de rattacher son golf à une station d'eau usée pour préserver la nappe.
Quant au groupe Les Soulèvements de la Terre, il a lancé un appel à la multiplication des actions. Sans transition, je vous propose d'évoquer notre patrimoine, celui qui fait nos territoires. De retour de Riyad, en Arabie Saoudite, où se déroulait la 45e session de l'UNESCO, la délégation de la ville de Nîmes souhaite partager sa profonde émotion d'avoir obtenu l'inscription de la maison carrée au patrimoine mondial de l'humanité, et plus particulièrement avec des jeunes écoliers de la ville. Olivier Michel pour Via Occitanie. Si pour le Nîmois, la valeur universelle et exceptionnelle de sa ville ne faisait aucun doute, l'avoir validée par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO via sa maison carrée avait en ce mardi matin une certaine saveur. On a un chef-d'œuvre là et c'était dommage que ce ne soit pas reconnu. Je trouve que c'est extraordinaire, surtout que la ville elle devient de plus en plus belle, donc tant mieux pour nous. Économiquement parlant, une labellisation UNESCO serait synonyme d'une hausse de fréquentation touristique de l'ordre de 30%. Construite entre l'an 2 et l'an 7, elle est le temple romain le mieux conservé au monde, mais a connu une restauration intégrale entre 2006 et 2010. Véritable forum de la ville, elle affiche plus de 2000 ans d'histoire, des histoires de culte, de manifestations, de célébrations et d'inondations. Elle est également source d'inspiration multiples et abrite à même un cinéma 3D. Un classement qui intervient après 20 ans de réflexion pour la municipalité sur quel dossier porter devant l'UNESCO et un échec en 2018. Alors, à l'autre bout du monde, le maire de Nîmes n'a pu retenir ses larmes de crocodile. Cette décision honore nous, Nîmois, avec fierté et émotion que je mesure. Et conséquences. Rencontré au lancement de la candidature, l'élu en charge du dossier nous avait confié l'importance que revêtait ce classement au patrimoine mondial. C'est quelque chose d'exceptionnel. On se distingue autant qu'un palais de Versailles ou les pyramides de Gizeh, voyez-vous. On est vraiment sur cette liste du patrimoine mondial. La Maison Carrée devient le 51e bien culturel français à obtenir la labellisation UNESCO. L'Occitanie en compte 9, comme la cité de Carcassonne, l'Écosse et Cévennes ou encore le Pont du Gard. Et puis, autre bonne nouvelle, le mémorial de Thiepval, au lieu du tourisme de mémoire dans la Somme, figure désormais dans la liste des monuments classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Au-delà du devoir de mémoire, cette inscription devrait aussi relancer la fréquentation touristique de ces sites d'exception. Jérôme Moubron pour EO TV. Faut-il encore présenter le mémorial de Thiepval, érigé en hommage aux soldats britanniques tombés ici durant la Grande Guerre? Oui, car le monument cher au cœur des Britanniques est désormais auréolé d'un nouveau label, celui de patrimoine mondial. C'est une page d'histoire et il faut le préserver pour longtemps. Ça doit rester comme ça et être entretenu pour toujours et pour que les générations futures puissent venir et comprendre ce qu'il s'est passé ici. J'ai croisé des écoliers français et j'espère qu'ils en parlent parce que ce lieu doit continuer à vivre. Le mémorial de Thiepval figure parmi les 139 sites mémoriels français et belges nouvellement labellisés par l'UNESCO. À l'historial de la Grande Guerre, voisin du mémorial, l'annonce a de quoi ravir. L'inscription à l'UNESCO pourrait bien doper une fréquentation touristique déjà conséquente. On a eu des fréquentations exceptionnelles pendant le centenaire, 114 000 visiteurs au musée à Péronne en 2014. En 2018, l'ensemble des sites de mémoire de la Somme enregistraient des retombées économiques aux alentours de 21 millions d'euros. Si le tourisme de mémoire constitue une manne financière indéniable pour les professionnels du secteur, encore faudra-t-il adapter les services à un nouvel afflux. Au niveau des services, effectivement, il faut qu'on ait l'offre d'hébergement, de restauration qui suivent. Alors, en plus, il y a l'opportunité du canal Seine-Nord-Europe qui est vraiment situé à proximité des sites de mémoire. Donc on risque d'avoir effectivement des afflux de visiteurs qui vont aller en constante augmentation dans les années à venir. Et donc il faudra effectivement que l'offre s'adapte à cette nouvelle demande. Durant le centenaire de la Grande Guerre, plus d'1 million de visiteurs ont parcouru les sites de mémoire de la Somme. Un chiffre en baisse depuis la crise sanitaire et le Brexit. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO tombe à point nommé et contribue, elle aussi, au devoir de mémoire. Et puis pour finir ce journal, on ne compte plus les écoles qui portent son nom. C'est maintenant au tour de l'aire de Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave sur l'A62 de porter désormais le nom de Pierre Perret. Le chanteur de Castelsarrasin a répondu aux questions d'Agnès Grimaldi pour la Dépêche du Midi, nos partenaires sur place, sans se départir de son humour habituel. Écoutez-le.
Je suis un peu jaloux parce qu'il est mieux que moi. Mais moi, je suis heureux de me retrouver en si bonne compagnie sur cette autoroute entre Narbonne et Bordeaux. Voilà. Voilà, c'est la fin du Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.